chose très très formelle, et bon forcément ça passe mal, mais elle a fait la même chose ensuite sur les introductions et les conclusions. Elle a commencé à dire, bon bah, je vais systématiquement retirer quelques points, voilà. Je sais pas comment est-ce qu'elle disait ça, mais... quand elle rendait les copies, bizarrement les copies qu'elle rendait avec les meilleures notes étaient celles, on se disait, oh, j'étais très surprise par la qualité de la conclusion et tout ça. Ben, voilà. Honnêtement, je pense que ça fait monter en flèche la note. Et c'est con parce qu'on voit des gens qui... Enfin, j'étais loin, vraiment très très loin d'être le meilleur en anglais. Enfin, Naël et tout ça, je sais pas quelle note elle a eu, mais enfin... Je sais. La qualité de la langue intervient à l'oral évidemment. À l'écrit, peut se valoir finalement, enfin on peut faire vite apparat de linguisme, idiomatisme et tout ça, à partir de trucs qu'on a appris en fait par cœur. Ça dépend aussi du texte, on a un sens, eu de la chance, avec ce texte, en tout cas moi j'ai trouvé en anglais c'est quand même relativement bateau entre guillemets, c'est très facile de faire un plan, comme tu as dit, fait d'avance, puis pouf, et enfin voilà quoi, c'est... Alors qu'avec le Québec on a déjà fait des textes plus... C'est cool en fait. Ouais. Du coup c'est bon, enfin je vous avais pris connaissance du texte, je ne vais pas parler de mon vie, c'est quand même dommage. Donc typiquement sur un texte comme ça, et pourtant donc comme disait Tiziane très justement, il nous a surpris par sa simplicité en fait, dans le sens où il n'y avait rien de très compliqué à comprendre, une histoire d'amour de base, de personnes très différentes, le page des cultures, un mec qui vient d'Inde et qui étudie brillamment à Oxford, tout ce que tu veux. Du coup c'était franchement, je trouve déstabilisant dans la mesure où on avait fait beaucoup de textes où j'avais présenté ce genre de plan prévu, d'abord une partie plus ou moins générique et première approche du texte, puis critique et nuance et insinuation dans les petites failles du texte. Là, c'était pas tellement possible parce que déjà, c'est difficile de dépasser la première lecture puisque la première lecture était assez déterminante en fait et c'était comme ça qu'il fallait le lire. Donc ça m'a semblé plus ou moins intéressant de vous en parler puisque j'ai déjà fait un assez long speech sur la méthode générale du commentaire un peu plus littéraire. J'aime beaucoup ce texte, mais du coup je l'aime beaucoup parce que j'ai 18. Mais, en soi c'est pas quand même la grande littérature anglaise par exemple, c'était vraiment un truc à pitcher. D'ailleurs en allemand, je parle en tant qu'ancien cube justement, la première année, le texte était très facile aussi, ça nous avait déstabilisé, c'était sur une description de Marseille. Voilà. Marseille. Et puis la seconde année, donc cette année, le texte de Rilke était bien plus difficile, notamment à traduire. Il y avait un adjectif substantivé, du coup en français c'est très difficile de rendre ça. Et même au niveau du sens du texte, c'était quand même légèrement plus complexe. Donc peut-être que cette année vous aurez un texte légèrement plus complexe, ça dépend vraiment du... C'est pour ça que j'ai voulu présenter la méthode générale pour que ça puisse, et vous allez l'entendre, je pense, par vos professeurs pour la suite. De toute façon, donc c'est pas forcément un grand apport, mais pour préparer ça. Et peut-être, petite remarque aussi, les deux textes d'une année sur l'autre portaient sur la description d'une ville française du sud de la France. Donc, si ça parle de Marseille, et puis une autre indéfinie, mais probablement aussi... Paris, je crois. Le sud de la France, c'est généreux, il faisait chaud cet été, mais pas. Comme il avait vécu un peu à Paris, je me suis imaginé. C'est Paris, alors une ville française, oui, effectivement. Pendant l'été, en tout cas. Voilà. Et peut-être que là, votre jury est particulièrement friand, une histoire d'amour un peu grinçante. Donc je ne sais pas. J'ai pas regardé le texte qu'il y avait eu l'année précédente en anglais, donc je ne sais pas. C'était Julian Burns. Devant le Grand Canyon. Ah oui, Flaubert qui parle, un truc comme ça. Ouais. Et elle était devant le Grand Canyon et elle s'imaginait, elle voyait des trucs qui sortaient du Grand Canyon, c'était bizarre aussi, elle était seule. C'est cool l'épreuve d'anglais. Oui. Voilà, bon bref, donc du coup sur le texte qu'on a eu à l'écrit, on avait un auteur, une auteur indienne. Constaté au nom, sinon on ne pouvait pas le constater. J'ai cru pendant longtemps qu'il y allait avoir un petit chapeau d'introduction pour nous expliquer quelques trucs. Ça se fait à l'oral vaguement. À l'oral, quand ils vous donnent le sujet d'anglais, ils peuvent dire, déjà tu choisis entre... ils ont deux types de sujets, ils peuvent dire roman 19e ou bien théâtre 16e, mettons. Ils vont choisir entre les deux et ils présentent un petit peu... Enfin, ils disent, oui, donc texte, donc théâtre 16e.
c'est là que la culture intervient, je pense qu'il faut quand même savoir que John Craze, ça va être un truc assez burlesque, de la comédie, tout ça, parce que sinon on peut forcément passer à côté du texte. Oui, pardon, je suis interrompu en permanence, mais comme je vous disais hier, recevoir un sujet, c'est faire avec ce qu'on a comme indice qu'on nous donne, mais également, comme le dit Pierre ici, il faut avoir une certaine culture personnelle. Alors c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que vous deviez avoir des anthologies et même des anthologies de textes critiques, je vais en parler cet après-midi pour le français. Avoir un aperçu, une bonne culture générale, quoi. Juste même des noms, ça peut être... Mais vraiment, c'est formel. Voilà. C'était ma déception cette année de constater que le concours était, et pas seulement le concours, d'ailleurs les notes pendant l'année sont très formelles. Il faut faire du name dropping. Et pourtant, et tous, c'est rigolo parce que tous s'en défendront, tous diront je veux pas voir ça et tout ça, puis finalement ils veulent le voir. Et c'est comme ça qu'ils notent, hein, vraiment. Alors après, il faut le maquiller plus ou moins, on sait faire ça, on fait une montagne, Faire du name dropping élégant, oui, c'est ça. mais ça, c'est extrêmement décevant, je trouve. Hein. Quand on a fait toute une terminale, mettons, enfin tout un lycée, première terminale L, c'est pas mon cas, mais on est habitué à rencontrer des beaux textes. En fait, il faudrait 2 années d'hippocane et une de Ken. Mais c'est pour ça que j'ai adoré. Alors vous allez voir, tu vas voir encore une fois parce que tu vas découvrir la qualité cette année. J'ai adoré la période à la fin des écrits où c'est un peu flou parce que personne ne sait vraiment ce qui va lui arriver. Et tout le monde prépare plus ou moins assidûment les oraux qui sont sans programme. Donc tout le monde se retrouve un peu comme un hypocalypse d'un seul coup. C'est ça que j'ai adoré, enfin, je trouvais que c'était génial parce que on revient à... Enfin pas de sélection au niveau des... parce que c'est moche, moi je trouve ça moche, j'ai Aurélien en ce moment et je prends des citations et je me dis bah, tiens, valeur de l'œuvre. Non mais ça craint, enfin je sais pas, c'est trop beau et on est là à faire nos vautours sur le texte, ça me dégoûte quoi. Et je trouve que la préparation des oraux, et l'idéal ce serait qu'elle soit tout au long de l'année en fait et pas seulement après les écrits comme malheureusement je l'ai un petit peu fait même si j'ai été sagement prévu par Charles Lieu ici. Il faudrait que ce soit toute l'année et que tout au long de l'année on ait de la curiosité, pas seulement pour les choses liées au programme, même s'il faut savoir repérer avec acuité les points qui font gagner des points du coup. Mais aussi pour tout le reste et pour garder vraiment ce plaisir de l'hypocagne que je regrette. Savoir se pencher sur tout, parce que ça vaudra surtout sur l'histoire et la philosophie, qui sont les deux épreuves massives pour une. Une Boucher, du coup, vous avez pas de classique, donc donc du coup, tu prépares... D'accord, donc tu as fait le changement et tout ça, donc ça vaut la peine que je parle un petit peu des euros de une. Donc, pour le texte de Arundhati Roy, l'idéal, et je pense qu'en anglais c'est vraiment le cas parce que je fais confiance à Madame Letellier qui est donc, comme je dis, la seule prof en qui j'ai absolument confiance sur les critères. En fait, c'est bête, c'est pas qu'elle vaille plus que les autres, mais c'est simplement qu'elle connaît bien les critères de notation des preuves de une. Et qu'elle va constamment, plusieurs fois elle était absente parce qu'elle allait aux réunions de formalisation avec les autres profs pour se mettre d'accord sur le jeu, ce genre de choses. Voilà, elle connaît. Et ce qu'elle nous a raconté, donc c'est absolument éviter une introduction qui partent de this text is taken from, je sais pas quoi. On évite, on part d'un auteur, si possible, annexe, autre, avec un lien qu'on établit plus ou moins élégamment, voilà. Ce que j'avais fait, c'était un petit peu, je me rends compte maintenant aujourd'hui, que ça me tire par les cheveux. Donc on avait une auteure indienne et un héros, donc une histoire d'amour entre une jeune anglaise et un indien qui étudie à Oxford, qui était surnommé par la jeune héroïne comme The Rumpled Porcupine, c'est-à-dire le porc épic ébouriffé. C'est comme j'avais très bien la version, je sais pas comment ça s'appelle. Genre porc épic ébouriffé. Et j'aime bien l'anglais parce que c'est la seule matière où vraiment on tolère ce genre d'incursion d'autres auteurs. Je suis parti dans n'importe quoi, j'ai pas réfléchi. J'ai fait la connexion entre directement porc épic, indien. Je suis parti sur Schopenhauer. Je sais pas si vous êtes... je pense que vous avez tous entendu, c'est un peu un cliché à l'époque. Du coup, la parabole des porcs épics, une fois c'est traduit par Hérisson, c'est les porcs épics de Schopenhauer. Comme quoi, les humains sont naturellement portés à se repousser les uns les autres parce qu'ils ont ces épines qui imposent une certaine distance.
C'est le cas du coup du héros qui est absolument misanthrope, qui se bouge pas, qui est trop mal coiffé, qui range n'importe comment son appart. C'était ça, c'était la misanthropie naturelle à l'homme. Et à côté de ça, la nécessité pour les hommes de se rapprocher et de se tenir compagnie, pas tant pour la raison qu'on aimerait la personne en face s'y coller, mais qu'on a besoin de chaleur. Et c'était la parabole voilà, des porcs-épics de Schopenhauer. D'autant que Schopenhauer, et ce fut un hasard assez heureux pour moi, est un fanat de la culture indienne. Il a écrit beaucoup sur les livres de philosophie indienne, les Védas, enfin il est fan de Bouddha et tout. Et il y a grand moyen pour que Arundhati Roy ait lu, je pense, les écrits de Schopenhauer. Bon, c'est des suppositions et c'est ce que j'ai écrit dans mon introduction. On ne peut pas, alors, sauf prendre précaution, j'ai marqué Roy Arundhati might have read about humans being like porcupines. Donc on met des précautions, évidemment, on n'essaie pas de trop affirmer, mais c'est le moment d'introduction où on peut prendre certaines témérités qu'on n'aurait pas prises ensuite pendant le corps du devoir. Et donc voilà, j'ai fait mon introduction, j'ai cité mon petit livre de Schopenhauer sur la nature humaine, les humains qui sont comme des porcs-épics, à la fois nécessiteux de chaleur et pourtant puants, en gros. Parce que c'était le cas du pauvre mec dans le truc là, pourtant dans des ongles amoureuses. Donc c'est ce que j'ai commencé là-dessus. Et visiblement ça n'a pas rebuté le... Enfin j'ai eu un peu peur honnêtement quand je l'ai fait, mais j'ai pris la décision de le faire. Et à la fin ça a plutôt payé, donc d'autant que j'étais vraiment pas fort en version, donc c'est la moitié de la note, 10 version commentaire. Et j'étais vraiment naze, genre j'avais au mieux 8-9 sur 20 en version, donc si j'ai 18 à la fin, ça veut dire que j'ai une bonne note en version et que je pense avoir eu 10 sur 10 du coup au commentaire. Donc j'imagine que ça n'a pas dû rebuter le correcteur. Donc ce genre de choses est tout à fait accepté, sachez-le. Parce que je trouve ça vraiment ce qui m'embête là en début d'année de Cagne, enfin de Cube du coup, c'est que j'ai l'impression de ne rien savoir quant aux attentes des correcteurs, à part en anglais où j'ai vraiment eu confirmation à 2 reprises, 2 épreuves que ce que je faisais était correct. Il n'y a aucune épreuve qui s'est passée aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, ou enfin souvent c'est le contraire un peu pour l'autre tout ça. Et je trouve qu'on ne sait pas, et les profs finalement ne savent pas si bien que ça non plus, ce qui est attendu, ils connaissent les critères généraux, la méthode. Est-ce qu'ils savent vraiment quel truc va faire chavirer le cœur du correcteur? Pas vraiment. Donc voilà ce que je vous dis pour l'anglais, c'est ma seule certitude, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est que vraiment, n'hésitez pas à introduire d'abord pour conclure et pour introduire le texte, des éléments d'origine extérieure au texte. Après avoir fait cette petite introduction sur Schopenhauer, donc c'est ce que j'ai dit, les porcs-épics et tout ça. Là, j'introduis le personnage de Chaco, le bel indien de Moscou, qui, j'ai dit, that goes across the 2 stages of this metaphor of the porcupines, qui tombe donc amoureux avec une fille, qui pourtant il prend certaines distances avec elle. Et donc là, seulement, après quelques lignes, si vous voulez des critères de prestige, je pense qu'on peut faire entre 5 et 10 lignes d'introduction sur un autre truc que le texte, quoi, et puis ensuite on rentre vraiment dedans. C'est le maximum, je pense. Voilà, j'ai introduit le texte, j'ai dit donc The Extract, the God of Small Things. Et donc là, on présente plus les caractéristiques évidentes, plus qu'évidentes, parce que du coup, là, comme je vous l'ai dit, la première partie souvent est consacrée aux choses évidentes. Donc, trouver des trucs encore plus évidents qu'évidents. Pour l'introduction, j'ai montré que c'était twofold, c'est un adjectif utile en anglais d'ailleurs, pour montrer qu'il a deux facettes, en gros. Et qu'en gros, chaque caractère et chaque point de vue était présenté différemment dans le texte. Comme on a vu, la fille tombe amoureuse pour certaines raisons et le garçon pour d'autres. Et que ça incitait directement à un commentaire sur le type de focalisation, je sais pas si c'est en français, focalisation du coup, dans le commentaire que j'avais écrit. C'est-à-dire s'intéresser, pour le coup, d'un coup, en fait partir de un mec misanthrope et une femme qui est totalement folle de lui, 2 portraits qui sont séparés pour dériver peu à peu tout au long de l'introduction aux questions de stylistique et montrer comment, par la stylistique aussi, ces portraits sont rendus différents et présentés de façon contrastée. Et je pense que ça vaut la peine de quand même glisser quelques éléments, montrer que dès l'introduction on se pose des questions pas seulement d'ordre diégétique, pour faire un petit peu, voilà, mais aussi d'ordre stylistique. Ce qui, à mon avis, vaut la peine pour... Mais c'est bête parce qu'ils font pas... Je
vous le saccage, ils vont pas lire toute votre copie. Hein. Ils vont passer rapidement, tu as peut-être vécu ça, ils passent sur l'hyperscript, et l'introduction, ils s'atterrent dessus, donc on grappe des points, on grappille. Donc, en gros, ce que j'ai fait sur ce texte, qui ne se proposait pas forcément de façon idéale à un plan très intéressant, puisqu'il n'était pas stylistiquement, enfin, génériquement identifié, puisque c'était une sorte d'amour un peu de base. Il n'y avait rien de très évident. Voilà, je voulais vous donner l'exemple de ce que j'ai fait. Je ne sais pas si ça vaut vraiment comme exemple, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Donc ça, je me dis que j'aurais bien aimé entendre ça l'an dernier. En fait, j'ai fait le truc le plus banal possible. J'ai fait une partie sur le mec, une partie sur la femme. J'ai opposé leur point de vue à chacun. Ça permettait de mettre en évidence la différence des points de vue et de la façon, surtout au niveau stylistique, comment c'était présenté. Alors, bon, si on va entrer dans le détail, et je pense que vous l'avez perçu de toute façon à la première lecture, et puis l'idéal, donc du coup, dans ce genre de truc, c'est de commencer par les choses très évidentes, puis de dériver peu à peu vers des choses un peu moins évidentes qui se détectent plus sur le plan de la stylistique.